Le Royaume-Uni aura alors quitté l'Union européenne. Les finances publiques françaises seront encore terriblement dégradées. D'ailleurs, les agences de notation n'accordent plus à la France qu'un triple B, et encore, la dette française est mise sous perspective négative par Standard & Poor's. Le super spread a flambé, l'Italie, l'Espagne et la France refinancent leur dette à 10 ans sur les marchés à plus de 10%. Les politiques d'austérité font des ravages en Europe du Sud, la zone euro est au bord de l'implosion. Ce scénario catastrophe, c'est la toile de fond d'un thriller de politique économique fiction, Meurtre dans l'Eurostar. Arnaud Schneewes, bonjour. Bonjour. Alors, nous n'allons pas raconter ici l'histoire de ce thriller politico-économique, et notamment celle du personnage central, un scientifique français qui fait une découverte tout à fait extraordinaire, ce qui montre l'inventivité des chercheurs français. Peut-on dire quand même quelles découvertes sans dévoiler tout le suspense? Oui, on peut le dire. Il découvre le secret de la cape d'invisibilité. Alors, ce n'est pas du tout Harry Potter, ce n'est pas du tout de la science-fiction. Il y a beaucoup de recherches sur le sujet, très actives, qui intéressent beaucoup les militaires, bien sûr, mais aussi pour protéger un hôpital ou une centrale nucléaire d'un tremblement de terre. Il s'agit de dévier les ondes, qu'elles soient lumineuses ou qu'elles soient mécaniques. Il y a beaucoup de recherches sur le sujet. Donc, on est dans l'anticipation, mais on n'est pas dans la science-fiction. Alors bien sûr, l'invisibilité, un sujet qui intéresse tous les services secrets, le monde militaire. Un peu de science-fiction, vous êtes très attiré par la science-fiction puisque vous avez déjà commis un roman de science-fiction qui s'appelait Lecture urgente, paru en 2010. Mais le vrai personnage central de ce livre, c'est en fait l'Europe. Qu'est-ce qui vous rend si pessimiste, je l'ai un petit peu décrit en introduction là, sur l'avenir de l'Union européenne et de la France en particulier? Alors, je ne suis pas pessimiste. Je décris un scénario effectivement sombre, mais pour qu'on puisse l'éviter. Donc, je crois en l'Europe. Je suis un fervent pro-européen. Et je ne crois pas que l'Europe soit responsable de tous nos maux. Et je crois que la France a toutes les capacités à se redresser, mais à condition qu'on prenne des mesures qu'on appelle les réformes structurelles, pour prendre ce langage barbare, et qu'on les prenne très vite. Donc, notre éducation nationale, le millefeuille territorial, un assouplissement du marché du travail, enfin tout ça, l'Europe n'y est pour rien, c'est à nous de nous réformer. Alors c'est à nous de nous réformer, mais je vais d'abord rappeler que dans la vie quotidienne, et on l'a senti dans vos propos, vous n'êtes pas romancier, mais vous occupez depuis une dizaine d'années des postes de direction dans le secteur de l'assurance. Vous venez d'ailleurs d'être nommé très récemment secrétaire général du groupement des entreprises mutuelles d'assurance, le GEMA. Mais ce qui fait aussi le fond du roman, vous êtes un spécialiste des questions européennes, puisque vous avez été haut fonctionnaire en charge des questions européennes et internationales au ministère des Finances, et puis conseiller technique de Dominique Strauss-Kahn au moment, justement, du passage du franc à l'euro. Alors, il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce qui est évoqué dans le roman, dans cette toile de fond, dans le vrai personnage qui est l'Europe, c'est la sortie du Royaume-Uni de l'Union. C'est selon vous inéluctable? Non, ce n'est pas inéluctable, et puis c'est à nos amis anglais de décider de ce qu'ils veulent faire. Ce que je regrette, c'est que dans la manière dont on a construit l'Europe ces dernières années, enfin dans une Europe à 28, c'est effectivement le triomphe d'une certaine vision britannique des choses, c'est-à-dire une dilution, c'est-à-dire c'est le triomphe d'une vision grand marché, un grand marché intérieur, mais une zone de libre-échange. Une zone de libre-écge. Sans projet politique. Sans projet politique. Donc cette vision-là, ce n'est clairement pas la mienne, je la regrette. Et donc il faut qu'on aille vers une Europe à plusieurs vitesses. On peut appeler ça des noyaux durs, des cercles concentriques, une avant-garde, comme disait Joschka Fischer. Mais je crois qu'il faut qu'on retrouve une volonté politique. Pour moi, l'Union européenne, et l'intégration franco-allemande en particulier, ce n'est pas juste une zone de libre-échange, ce n'est pas juste un vaste marché. Il faut qu'il y ait un projet politique. Et c'est ça le fondement de la construction européenne, pour moi, c'est ça. Alors d'ailleurs, c'est concrétisé dans votre roman, puisque l'un de vos personnages, un ministre français, prône une autre politique, et on sent bien qu'il n'a pas les sympathies de l'auteur du livre. Hein. Il prône justement d'imiter le Royaume-Uni, de reprendre la dépendance, d'accepter les déficits, de mener une politique de croissance. Oui, pour moi, ce serait une impasse. C'est-à-dire que... C'est pourtant ce que fait le Royaume-Uni. Pourquoi est-ce qu'on a fait l'euro? Il faut quand même revenir à ça. Pourquoi est-ce qu'on a souhaité plus d'intégration? Parce que, concrètement, la Banque de France suivait les décisions de la Bundesbank avec un quart d'heure de retard. Bon, nous n'avions pas de souveraineté monétaire.
en faisant l'euro, nous avons partagé la souveraineté monétaire avec les pays de la zone euro, et donc l'Allemagne en particulier. Il y a un Français au directoire de la BCE, et la BCE regarde la situation économique de l'ensemble de la zone euro pour prendre ses décisions. Et honnêtement, en ce moment, elle se préoccupe autant de la croissance que de l'inflation. Enfin, elle a des taux d'intérêt extraordinairement bas, et elle fait tout ce qu'il faut pour essayer de faire repartir la croissance dans la zone euro. Donc je ne crois pas qu'il faille accuser la BCE de nos difficultés. Là où je pense qu'il y a une faiblesse de la construction européenne, c'est sur les taux de change. Si on avait un taux de change 20% plus bas, on s'en porterait sans doute mieux. Bon. Et là, on a un peu renoncé à manier l'instrument de la politique de change, ce que les États-Unis ne se privent pas de faire. Pour le reste, je pense que les faiblesses, la faiblesse de la croissance en France, terrible depuis 2008, il faut la chercher avant tout chez nous, c'est dans nos problèmes intérieur. C'est-à-dire personne ne nous oblige à avoir le millefeuille territorial que nous avons. Mais Arnaud Chtevez, il n'y a pas que la France. Si on revient aux réalités économiques de 2014, j'ai regardé rapidement les chiffres. 20 à 30% des capacités manufacturières de l'Europe du Sud, en Italie, en Espagne, en Grèce, ont été détruites depuis le début de la crise. Le chômage atteint partout des niveaux records. L'inflation de la zone euro est tombée à un niveau historiquement bas. On en est aujourd'hui à 0,5% de taux d'inflation. On entre dans la spirale déflationniste qui s'est installée de nombreux secteurs, et notamment dans tous les secteurs B2B, industriels, services aux entreprises, etc. Quelle est votre réaction par rapport à cette situation ? Alors, plusieurs choses. D'abord, on n'est pas heureusement dans une spirale déflationniste, parce que sinon là, ce serait très inquiétant. Bon. Donc il y a encore un peu d'inflation. Et je crois que la BCE fait tout ce qu'il faut. Enfin, elle répète que son objectif, c'est 2% d'inflation et pas la déflation, bien au contraire. Bon. Ensuite, on peut constater, c'est vrai que si on devait aujourd'hui définir les pays qui rentrent dans la zone euro, on agirait sans doute autrement. C'est-à-dire que quand nous avons accepté la Grèce ou le Portugal dans la zone euro en 1999, c'est vrai qu'il y a eu des raisons de prestige qui nous ont conduits à accepter ces pays. Et la réaction des autorités allemandes ou françaises à l'époque était de se dire, ma foi, c'est leur problème. Si les Grecs entrent avec un niveau de taux de change trop élevé dans la zone euro, ça sera le problème des Grecs. Bon, personne n'avait perçu l'ampleur de l'impact que cela pourrait avoir, à la fois pour les Grecs, mais en fait pour l'ensemble de la zone et même pour le monde entier quand on a craint que la Grèce fasse défaut. Aujourd'hui, effectivement, c'est la difficulté d'une zone monétaire imparfaite au sens où il n'y a pas de parfaite mobilité des travailleurs, il y a une mobilité du capital, mais par contre, il y a une mobilité imparfaite du travail, et quand il y a une dépression au Portugal ou en Grèce, la mobilité des travailleurs est limitée vers l'Allemagne, mettons, les pays où il y a effectivement de la croissance. La réponse, c'est sans doute que ces pays sont entrés avec des taux de change surévalués dans la zone euro, ou en tout cas ont laissé dériver leurs coûts salariaux. Et aujourd'hui, ils sont contraints à un ajustement qui est douloureux, puisque l'inflation est très faible. Et puis peut-être qu'à une époque, les taux d'intérêt étaient beaucoup trop bas pour eux, ce qui les a menés à des politiques opportunistes. Oui, donc c'est ça. Alors, dans quelle mesure faut-il blâmer l'Europe ? C'est-à-dire qu'en fait, grâce à leur entrée dans l'euro, ils ont eu des taux d'intérêt extraordinairement favorables. Qu'en ont-ils fait ? Donc il y a quand même une responsabilité de ces pays aussi sur le fait d'avoir gaspillé la chance d'intégrer l'euro. Bon, maintenant on est dans cette situation. Il y a effectivement une période de transition difficile parce que l'ajustement budgétaire, il faut bien qu'il soit fait. On ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens éternellement. L'ajustement en termes de compétitivité, il faut bien qu'il soit fait. Et c'est sûr que si on avait un peu plus d'inflation, l'ajustement des salaires réels serait plus facile. Dans une période de très faible inflation, ça conduit à des diminutions nettes de salaire, ce qui est très visible et très douloureux. Ouais. Alors, on va revenir un petit peu à la fiction, et je voudrais vous faire une petite critique. Il y a de nombreux personnages qui racontent tous l'histoire de ce qui s'est passé dans cette Eurostar, donc différentes versions. Il y a le fameux scientifique, il y a des ministres, des banquiers, des financiers, une écrivaine, hein, ils sont tous là. Moi, il y a une chose qui m'a frappé, on n'y trouve pas un seul industriel, pas un patron de PME ou d'ETI. Est-ce que c'est un acte manqué ? Je ne sais pas si c'est un acte manqué, c'est un thriller, ça se passe dans l'Eurostar, il y a une tension, donc il y a quelques pas de patron personnages. De PME ou d'ETI. Voilà, il y a quelques personnages qui se retrouvent entre eux dans une sorte de huis clos dans le tunnel. Voilà. Alors, il y a sûrement des patrons de PME qui prennent l'Eurostar, mais dans le huis clos que j'ai imaginé, où il y a quelques personnages qui se retrouvent, effectivement, il n'y a pas de patron de PME. Bon. Alors, il faut s'intéresser un petit peu. Dans le prochain thriller. Le premier thriller, il faut qu'il y ait des patrons de PME ou d'ETI.
et on reparle de l'euro et de la zone euro, et peut-être que votre réflexion aura évolué. Alors, on l'a compris, vous êtes un fervent défenseur de l'intégration européenne. Vous dites même dans un article de l'AGFI que j'ai ici, il faut plus d'intégration européenne dans une avant-garde. Ce plus d'intégration, c'est quoi? Cette avant-garde, c'est qui? Ma réflexion, c'est des choses que j'ai vues, entendues, et y compris quand j'étais auprès de Dominique Strauss-Kahn, Oscar Lafontaine, qui a été un ministre des Finances un peu éphémère de Gerhard Schröder en 98-99, mais nous proposait d'aller extrêmement loin dans l'intégration franco-allemande, et c'était très fort, c'est-à-dire il nous proposait de voter toujours ensemble dans les institutions européennes ou dans les institutions internationales, de fusionner nos représentations au FMI ou à la Banque mondiale. Partager notre siège au Conseil de sécurité? On n'allait pas jusque-là puisque nos discussions étaient économiques, mais effectivement, pourquoi pas si on va dans une sorte d'intégration franco-allemande, et c'est une idée que j'évoque dans le livre. L'intégration franco-allemande, ça ne veut pas dire que l'on copie tout ce que fait le voisin. Je pense qu'il y a des sujets sur les questions économiques, il est nécessaire d'aller vers l'harmonisation, tout ce qui est fiscalité des biens facilement délocalisables, donc fiscalité de l'épargne, fiscalité des entreprises. On aurait tout intérêt, dans une sorte de noyau dur, peut-être pas seulement franco-allemand, mais à rapprocher ces fiscalités. Bon. Mais après, il y a le principe de subsidiarité. Ça n'a aucun sens de vouloir copier ou rapprocher. Mais Arnaud Schneewes, il y a tout de même quelque chose qu'on ne peut pas modifier. C'est que depuis la chute du rideau de fer, la France a perdu sa place centrale au plan géographique en Europe, et c'est l'Allemagne qui a cette position centrale. C'est l'Allemagne qui a à portée de main une main-d'œuvre bon marché. Oui, enfin, à nous, à nos industriels, de faire en sorte d'avoir également une main-d'œuvre bon marché. C'est-à-dire que on a des liens avec les pays d'Europe du Sud ou avec faire venir les des pays Polonais en Bretagne, c'est plus difficile que le long de la ligne Oder-Neisse. Oui, certes, mais enfin, je ne crois vraiment pas qu'il faille chercher là les raisons de l'absence de croissance en France depuis 2008. Nos problèmes sont une suradministration, une surréglementation qui progressivement a étouffé l'esprit d'initiative et l'esprit d'entreprise. Bon, c'est à ça qu'il faut qu'on s'attaque. Et par ailleurs, une éducation nationale qui, sans doute, n'est pas suffisamment connectée au monde de l'entreprise et ne forme pas suffisamment bien nos jeunes pour entrer sur le marché du travail. Le sujet de l'apprentissage, on en parle depuis toujours, et on n'a pas fait beaucoup de progrès. Donc c'est essentiellement chez nous qu'il faut chercher les causes de nos difficultés et pas, à mon avis, dans les évolutions géopolitiques. Alors vous venez d'évoquer l'intégration franco-allemande. Beaucoup voient dans ce rapprochement fiscal, social avec l'Allemagne, le modèle allemand. On parle aujourd'hui des régions, de redécouper les régions pour avoir des régions plus puissantes, etc. Mais à vouloir trop ressembler à l'Allemagne, je reviens justement à votre roman. Oui, oui. On va faire cet aller-retour. Ce fameux ministre qui n'a pas votre sympathie, là, le fameux Saincy, qui est pourtant un centriste, il s'insurge contre cette idée d'intégration franco-allemande et parle de vassalisation de la France à l'Allemagne. Moi, j'ai aucune envie d'avoir une vassalisation de la France à qui que ce soit. Tout ce que je dis, c'est qu'il peut y avoir deux choses. C'est d'une part, il peut y avoir chez nos voisins des choses intelligentes dont on peut s'inspirer, notamment le système de l'apprentissage. Bon. Deuxièmement, quel sens ça a que la France ait sa chaise, sa représentation au FMI? Et comme ça, on a 5% des voix et on parle au nom de 5% des voix. Est-ce qu'on ne serait pas plus intelligent à dire la zone euro se rapproche, la zone euro pèse au FMI et devient le premier actionnaire du FMI? Donc, c'est tellement, ça tombe tellement sous le sens pour moi qu'il y a un certain nombre d'actions sur lesquelles, si la zone euro s'unifiait ou un cercle restreint au sein de la zone euro s'unifiait, nous serions bien plus puissants. Donc je ne parle en aucun cas d'abandon de souveraineté. Pour moi, ce sont des partages de souveraineté. Je trouve qu'on a plutôt repris de la souveraineté monétaire en faisant l'euro qu'abandonné notre souveraineté qui était complètement factice. Mais simplement, une fois qu'on partage la souveraineté monétaire, on sait qu'il y a d'autres partages de souveraineté qui doivent aller avec. Et en matière de coordination des politiques économiques, on n'a pas suffisamment harmonisé la fiscalité sur tout ce qui est facilement délocalisable, et on n'a pas suffisamment coordonné nos politiques budgétaires. Ce sont des partages de souveraineté logiques qui découlent du partage de souveraineté monétaire, et donc il faut aller plus loin dans l'intégration, et pas au contraire se replier sur nous-mêmes. Se replier sur nous-mêmes dans le monde ouvert dans lequel nous vivons, pour moi, ça n'a aucun sens. Arnaud Schneewes, pour conclure, je n'aurais pas oublié qu'on est dans le domaine de la fiction. Oui.
Et dans ce fameux train, cet Eurostar de la mort, enfin, on se demande si c'est l'Eurostar de la mort, l'un de nos personnages lit Le Cavalier suédois de Léo Perutz. Est-ce que ça veut dire que la supercherie, les faux-semblants, c'est l'une des clés de votre livre? La réponse est oui. Et j'invite tous ceux qui nous regardent à lire Léo Perutz, Le Cavalier suédois, c'est un de mes livres préférés, où en fait, quand on voit la fin de l'histoire, on réinterprète le début. Donc c'est ça que je trouve passionnant. Et ce que j'ai essayé de faire dans le livre, c'est qu'on ait envie de lire jusqu'au dernier paragraphe, parce qu'il y a encore une surprise au dernier paragraphe. Voilà. Alors je laisse au lecteur le soin de découvrir cette surprise. Meurtre dans l'Eurostar, pour passer un été à se distraire tout en se cultivant. Merci Arnaud Schneewes. Merci à vous.